Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Série Questions de communication. Dirigée par Bruno Pequignot. La communication est au cœur de la vie politique, économique et culturelle de la société contemporaine. Cette série, dans le cadre de la collection Questions contemporaines, publie des ouvrages qui proposent des approches interdisciplinaires sur les questions de communication. Déjà parus. Mihaela Alexandra Tudor et Stéphane Bratossin, La médiatisation. Nouveaux défis pour les sciences et la société, 2021. Théo Collia, Football et télévision ou la métaphore du but en or, 2020. Benjamin W. Derry Kurtz, L'industrie télévisuelle revisitée, Typologie, relations sociales et notions S du succès, 2020. Cécile Tardy et Martha Sevro-Mdir, Dispositif du visible et de l'invisible dans la fabrique des territoires, 2020. Lafontaine Orvild, Autopsie de l'autorégulation de la presse haïtienne. Considérations éthico-politiques, 2019. Albin Wagener, Systémique des interactions, 2019. Boris Barrault, Désinformation 2.0. Comment défendre la démocratie, 2018. Orphée Goré et Paul-Hervé Ageoubli, Les réseaux sociaux en ligne, problématique des nouvelles transparences, 2018. Didier Alloy, Le canard enchaîné, l'information mise en scène, 2016. Odilon Kaba, Sous le sceau de la marque, 2013. Rodolphe Dahl, Didactique de la communication, 2013. Introduction. La révolution numérique a franchi une nouvelle étape à la faveur de la crise provoquée par la pandémie du Covid-19. Après la guerre contre le terrorisme, la lutte contre le virus est venue justifier l'instauration d'une société de surveillance fondée sur la convergence des technologies numériques, des télécommunications, du big data et de l'intelligence artificielle. Le coronavirus a accentué la dépendance aux technologies de l'information et de la communication, TIC, qu'il s'agisse de l'augmentation des achats en ligne, du télétravail, du téléenseignement, de la vidéoconférence, de l'adoption du smartphone pour le traçage des déplacements et des contacts, du pass sanitaire, du paiement sans espèces, de l'information ou de la désinformation sur l'évolution de la pandémie sur Internet et les réseaux sociaux. Des menaces qui s'accumulent, le terrorisme puis la pandémie, de nouvelles technologies à disposition. Tel est l'effet cumulatif qui transforme nos sociétés en profondeur. La réelle portée philosophique, politique et sociale de cette évolution doit encore être analysée. Ce qui doit être pensé est la convergence de technologies qui ne cessent de progresser, ainsi que leur extension à des domaines toujours plus variés. Nous sommes entrés dans un nouveau stade de la révolution numérique, celui de l'intelligence artificielle appliquée à la vie quotidienne, de l'auto-apprentissage des machines, de l'automatisation de toute une série de services utilisant des algorithmes qui dirigent nos pensées et nos actes. Les technologies de l'informatique, des télécommunications et de l'intelligence artificielle se conjuguent pour former un nouveau système technique. Ces technologies ont pris une telle importance qu'elles influent en profondeur sur les rapports interhumains. Elles sont devenues un élément structurant du fonctionnement de la société. La surveillance totale, ou hypersurveillance, des citoyens est la conséquence de la rencontre d'un double processus. L'accumulation de procédés technologiques, la plupart développés au cours de la décennie écoulée, et l'accumulation des défis globaux, légitimant la surveillance des populations. L'effet cumulatif est provoqué par la convergence des technologies, le big data et la multiplication des techniques disponibles. La communication 5G, les satellites et drones, la vidéosurveillance, les moyens de ciblage et pistage sur Internet, la surveillance biométrique, celle des données de connexion, les montres et objets connectés, le contrôle des réseaux sociaux. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technologie permet de surveiller presque tout le monde, presque partout, presque tout le temps. L'accumulation des défis globaux justifie le recours à tous ces procédés techniques. Dans la population, les préoccupations pour la sécurité l'emportent sur le besoin de liberté. Les conséquences ne se limitent pas aux atteintes à la vie privée, elles concernent nos libertés, nos équilibres sociaux, l'avenir de la démocratie. Défis globaux, terrorisme, pandémie, mais aussi tensions internationales et crise écologique,
et nouvelles technologies se combinent pour faire converger les systèmes politiques vers une forme de modèle autoritaire high-tech. L'hypersurveillance est la nouvelle forme de gouvernance. Le développement technologique a une très longue histoire qui se confond avec celui de l'humanité. Mais nous sommes arrivés à un stade où les techniques inventées par l'homme lui donnent une puissance sans égale. L'on pense à la manipulation de la matière, au nucléaire, à l'exploitation des ressources naturelles, à bien d'autres inventions dont témoignent les modifications de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, de la nourriture que nous mangeons, du climat. Il est un domaine où ces développements techniques modifient non pas les relations entre l'homme et son environnement, mais les relations entre les hommes, le fonctionnement de la société. Ces nouvelles techniques manipulent l'information, c'est-à-dire ce qui fait communiquer les êtres humains, ce qui les relie entre eux, leur vie sociale. Elles forment un nouveau système technique, source principale de la richesse et de la puissance, et parce qu'elles transforment les règles de la vie en société, un nouveau système politique. C'est de ce nouveau système politique, conséquence des nouvelles technologies de l'information et de l'intelligence artificielle, dont il est question dans ce livre. Depuis les débuts de l'informatique, il existe toute une littérature qui s'est interrogée sur les conséquences des technologies de l'information et de la communication, TIC pour les libertés. En France, Jacques Ellul avait très bien formulé la critique de la technique dès 1954 dans La technique ou l'enjeu du siècle. Dans le sillage de la réflexion de Heidegger, Jürgen Habermas a écrit 2 ouvrages fondamentaux, L'espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, 1962, et La technique et la science comme idéologie, Gallimard 1968. J'ai soutenu pour ma part en 1987 une thèse de doctorat sur la protection des données dans le secteur public, Informatique et démocratie, Payot 1987. Avant la création des réseaux sociaux, les analyses d'un Manuel Castells aux États-Unis, La société en réseau, Fayard 1998, d'un Dominique Volton en France, Penser la communication, Flammarion 1997, ont accompagné le décollage d'Internet et des autoroutes de l'information. En 1977 déjà, Simon Nora et Alain Minck publiaient un rapport sur l'informatisation de la société où ils développaient le concept de société de l'information en analysant l'imbrication croissante des ordinateurs et des télécommunications. En 1981, André Vitalis publiait « Informatique, pouvoir et liberté », Economica. En 1984, Hubert L. Dreyfus, Intelligence artificielle. Mythes et limites, Flammarion. Dans la foulée des travaux de Gregory Bateson, chercheur en sciences de la communication, Joël de René avait prédit une révolution sociétale liée à l'Internet. Lucien Sfez publiait en 1988 une critique de la communication, Seuil. Nicolas Négroponte a décrit en 1995 L'homme numérique, Robert Laffont. Un ouvrage collectif, La tyrannie technologique, critique de la société numérique, L'échappée, nous a mis en garde en 2007 déjà. Tous ces livres sont des livres précurseurs de notre enchaînement à des techniques de plus en plus envahissantes. Ils sont précurseurs et désormais dépassés, car la décennie écoulée entre 2010 et 2020 a connu une évolution technologique foudroyante, renversant tout sur son passage comme un tsunami. Le Sommet mondial sur la société de l'information, SMSI, en 2003 à Genève et en 2005 à Tunis avait initié une réflexion au niveau de la communauté internationale, notamment sur la fracture numérique et les enjeux de la gouvernance numérique. Le Forum global de l'Internet, qui en est à sa 15e édition, a ensuite réuni des milliers de participants concernés par cette problématique. L'année 2020 a marqué les 30 ans du Web, les 15 ans du décollage des réseaux sociaux, les 10 ans des premières applications grand public de l'intelligence artificielle. Cette période est courte, mais suffisante pour que la technologie influence la société en profondeur. Il n'est en même temps pas trop tard pour réagir. Récemment, divers ouvrages ont contribué à actualiser la réflexion sur le thème qui m'occupe depuis de nombreuses années, technologie, communication, pouvoir et société. Ce thème n'a pas cessé de prendre de l'importance en raison du développement extraordinaire des technologies de l'information. Gaspard Koenig a publié une enquête basée sur 120 entretiens dans le monde, La fin de l'individu,
Voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, Editions de l'Observatoire 2019. J'ai utilisé l'ouvrage de Kai-Fu Lee, IA. La plus grande mutation de l'histoire, les arènes 2019, ceux de Frank Pasquale Black Box Society édition FYP 2015, de Cathy O'Neill Algorithme la bombe à retardement, les arènes 2018, d'Edward Snowden Mémoire vive, Seuil 2019, d'Éric Sadin L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, L'échappée 2018, ceux de Roger McNamee Facebook la catastrophe annoncée, Quanto 2019, et de Kai Street Matter, Dictature 2.0 quand la Chine surveille son peuple, et Demain le monde, Talendier 2020. Un philosophe allemand d'origine coréenne Byung-Chul Han est l'auteur de 2 livres particulièrement pertinents, Dans la nuée, Réflexions sur le numérique, Actes Sud 2015 et La société de transparence, PUF 2017. Le professeur de sociologie Gerald Bronner a développé sa réflexion dans son dernier livre sur l'apocalypse cognitive, PUF 2021. Le livre de Shoshana Zuboff paru en français en octobre 2020, L'âge du capitalisme de surveillance, Zulma 2020, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Public Affairs Books 2019, mérite une mention spéciale. Dans cet ouvrage, l'auteur a en effet poussé très loin la réflexion critique sur le pouvoir des géants de la technologie, la captation de l'expérience humaine qui leur permet d'effectuer des opérations de micro-ciblage, de manipulation des comportements et de contrôle social. Dans la préface à l'édition française qui pèse 843 pages, elle prévient « Nous avançons nus dans le siècle numérique sans les institutions, sans les chartes de droit, les cadres juridiques, les paradigmes réglementaires et les formes de gouvernance nécessaires à la création d'un futur numérique compatible avec la démocratie. » Page 6. Shoshana Zuboff invite à la suivre dans son parcours. Ce livre est conçu comme une première cartographie d'une terra incognita. C'est une première incursion qui, je l'espère, ouvrira la voie à d'autres explorateurs, écrit-elle, page 37. Il est en effet essentiel de continuer l'exploration d'un univers qu'elle qualifie de sans précédent. Shoshana Zuboff décrit l'emprise des géants de la technologie numérique en tant que projet commercial, dans le cadre du capitalisme de surveillance. Or, si le projet commercial, économique de la surveillance est bien réel, ces caractéristiques peuvent être étendues à un projet politique de contrôle social. Un processus de transformation politique est en cours, et il est urgent de comprendre et de réagir. J'ai complété mes recherches avec les travaux d'organisations non gouvernementales de défense des libertés civiles comme Access Now, Data for Democracy, l'Electronic Frontier Foundation, Freedom House, la Quadrature du Net, l'European Digital Rights EDRI, Privacy International, le Center for Humane Technology, ainsi qu'avec ceux d'institutions comme la Geneva Internet Platform, la Fondation ICT4PIS, la Commission nationale informatique et liberté CNIL et la Commission européenne. J'ai aussi utilisé les travaux du rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à la vie privée, Joseph Kanatassi. Les documents rendus publics par les entreprises actives dans le secteur m'ont été également une précieuse source d'information. Ma réflexion reste en outre influencée par mon expérience de journaliste et la pratique quotidienne de l'information. En 1980, j'ai publié mon premier livre sous le titre Information et pouvoir, l'âge d'homme. 40 ans plus tard, à l'heure des réseaux sociaux et des outils numériques de surveillance, le sujet est plus que jamais actuel. Entre la technologie et la philosophie, les ponts sont très rares. Les philosophes sont enfermés dans l'abstraction et les techniciens dans la pratique avec pas ou peu de formation critique. Une réflexion critique est pourtant indispensable. Il m'est apparu urgent de faire progresser la connaissance de cette société de l'information, qui est devenue celle de l'hypersurveillance, car c'est bien de l'avenir de la démocratie dont il s'agit. Face à l'emprise croissante des technologies de l'information sur l'organisation politique et sociale, il reste une marge de manœuvre, celle de la réflexion et du débat. Or ces technologies, nées de l'accumulation des innovations, évoluent à une vitesse sidérante et la réflexion comme la politique sont très en retard. Chercher à combler ce retard représente une course-poursuite épuisante, mais vitale pour maîtriser notre avenir. Comme l'écrit Shoshana Zuboff, nous succombons au battement de tambour de l'inévitabilité, alors qu'il n'y a là rien d'inéluctable. Nous avons perdu notre sens de la stupéfaction, mais il est possible de le retrouver,
page 268. La vigilance numérique est plus que jamais essentielle pour préserver les droits fondamentaux de la personne humaine. Nous vivons un changement de civilisation. À la civilisation agraire, à la civilisation industrielle succède une nouvelle étape du développement humain, la civilisation numérique. La pandémie a accéléré la transition numérique, et nous commençons à percevoir l'impact humain du big data et de l'intelligence artificielle. De tels changements provoquent des bouleversements douloureux et des ruptures inédites. Ils s'étendent sur plusieurs décennies. Mais nous avons le pouvoir d'encadrer la technologie, en tant que création humaine, pour qu'elle ne devienne pas un monstre qui nous dévore. 1. L'individu hyperconnecté. La société de l'information est une notion apparue au siècle dernier, en même temps que celle de société post-industrielle. Elle est désormais pleinement advenue, c'est une réalité quotidienne. Dans la rue, dans les trains, les bus, le métro, les gens regardent dans cette petite fenêtre sur le monde qu'est leur smartphone. Globalement, selon le cabinet américain Apani, spécialisé dans l'analyse des données mobiles, la moyenne pondérée entre les pays analysés pour le temps passé sur les smartphones a dépassé les 4 heures et 10 minutes en 2020, en hausse de 20 minutes par rapport à 2019. En Allemagne, en France et en Grande-Bretagne, le temps passé sur les smartphones variait entre 2,6 et 3,1 heures par jour. En Indonésie, il a culminé à 5,2 heures par jour. Il lui parle, tapote sur l'écran, déroule un fil d'actualité, tourne des pages, charge une application, photographie et se photographie, filme, téléphone, joue sur l'écran. Il y a 20 ans, le spectacle était tout différent. Les gens lisaient un journal, rêvassaient, se parlaient, se dévisageaient. Cette dépendance à l'égard d'un petit appareil portatif, un ordinateur de poche est d'autant plus étonnante qu'elle a lieu sur la planète entière. Les smartphones ont envahi la vie quotidienne de milliards de personnes dans tous les pays à une allure vertigineuse, en quelques années seulement. Il y a peu, des régions étaient encore mal desservies par les opérateurs de télécommunications, et certaines catégories de population étaient exclues de la société numérique. Leur nombre s'est réduit, avec la transition générationnelle, la couverture de l'ensemble du territoire, les téléphones mobiles présents partout sur la planète et l'obligation d'utiliser Internet pour des actes essentiels de la vie quotidienne. Lorsqu'on parle des géants de la technologie numérique, on désigne souvent uniquement les 5 du GAFAM, soit Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces 5-là ont en effet joué un rôle de précurseur, développé un système technologique envahissant, et dominent une grande partie du monde. Toutefois, ils ont été rejoints par les géants chinois du BATHX, Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi. D'autres entreprises non américaines et non chinoises jouent également dans la cour des grands, le sud-coréen Samsung, le russe Yandex, l'indien Byju's. En dehors de ces acteurs les plus influents, un très grand nombre d'entreprises spécialisées et d'incubateurs ont émergé au cours de ces 10 dernières années en exploitant tous les aspects des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle. Ce nouveau tissu économique extrêmement dense contribue à développer la transition vers un univers numérique bien différent du monde industriel. Une dictature numérique high-tech s'est progressivement mise en place, car il devient impossible de se passer des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans la vie quotidienne. Ce n'est pas le cas d'autres technologies. Par exemple, on peut se passer de l'automobile en utilisant le train, le bus, le vélo, la marche à pied. On peut se passer du nucléaire, il y a des alternatives, l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, le charbon, le pétrole. Les TIC sont elles, inséparables de notre vie sociale, que cela soit dans le travail ou pour les loisirs. La notion de dictature pour qualifier l'emprise des technologies numériques peut sembler discutable, dans la mesure où le citoyen consommateur consent à un tel régime et même le souhaite dans de nombreux cas. Il n'est que de constater le mécontentement des usagers, s'il y a une panne de réseau ou bien si la connexion Internet est mauvaise, ou la façon dont le consommateur se jette sur les nouveaux gadgets électroniques. Mais ce consentement est obtenu par des méthodes subtiles de persuasion et d'addiction. Une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs sans contrôle. Or, les géants de la tech exercent un pouvoir grandissant. La notion de dictature exprime bien la forte dépendance à la technologie,
une soumission à un ordre de nature totalitaire qui s'étend sur tous les aspects de la vie. Cette autorité oppressive ne s'exerce pas de manière brutale, par la terreur, mais elle comporte une violence de nature psychologique. Elle s'impose de manière impérieuse à l'esprit, aux sentiments, à la volonté. Elle contraint à se conformer à certaines exigences, à certaines règles fixées dans des logiciels et des algorithmes, à de nouveaux modes de se comporter et de penser. Nous verrons que cette dictature du numérique repose sur la généralisation de la connexion et fonctionne par des techniques qui provoquent une addiction, en stimulant et assouvissant des besoins psychologiques présents dans la nature humaine. Elle exerce son pouvoir par l'entremise de toute une série de techniques de contrôle et de manipulation des comportements, qui assurent sa pérennité. Elle utilise non la force brute, mais les neurosciences pour développer et maintenir son influence. C'est une dictature impersonnelle, bien souvent imperceptible, en raison de phénomènes d'accoutumance. Au stade actuel de son développement, la dictature numérique exploite la convergence des technologies de l'informatique, des télécommunications, de l'intelligence artificielle pour accroître son emprise. Pour qu'un débat éclairé s'instaure, il faut d'abord une prise de conscience. L'inquiétude qui sous-tend ce livre vient du fait que l'orientation prise actuellement par certains développements technologiques est liberticide. Il est donc nécessaire de les connaître et de réagir. Il faut prendre conscience que la convergence entre informatique, télécommunications et intelligence artificielle aboutit à créer une forme de totalitarisme high-tech. Il ne fonctionne pas par la répression brutale, les camps de détention et de rééducation, les emprisonnements arbitraires, les exécutions de masse qui ont caractérisé au XXe siècle le nazisme, les dictatures fascistes et le communisme. L'embrigadement des individus est assuré par l'intermédiaire de l'hypersurveillance, par un système technique nouveau qui se met en place fondé sur l'exploitation du big data et de l'intelligence artificielle. Les gouvernants, et en particulier les régimes autoritaires, ont des moyens nouveaux très performants à leur disposition pour soumettre les citoyens. Une surveillance globale. La dictature high-tech commence avec la nécessité d'être connecté pour accomplir les principales activités de la vie quotidienne. La société de l'information a pris une ampleur universelle, avec la pénétration progressive d'Internet à partir des années 1990, avec la création des smartphones. L'iPhone date de 2007 puis avec l'apostrophe. L'essor des réseaux sociaux. Facebook a été lancé en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, WhatsApp en 2009, Instagram en 2010, WeChat en 2011, l'application russe Telegram en 2013, Signal en 2014, TikTok en 2016. Facebook n'a dépassé les 2 milliards d'utilisateurs qu'en 2017. Depuis, ces plateformes n'ont pas cessé de se développer dans différentes directions. Multiplication des offres de contenu, des interactions, affinement des règles d'utilisation, automatisation et algorithmes plus performants. La décennie 2010 à 2020 a connu une accélération foudroyante des utilisations des outils numériques, pratiquement sans contrôle. La société de l'information est désormais celle du big data, une accumulation de données rendue possible par la puissance de traitement des ordinateurs. La mise en place de la 5G étend encore les capacités de communication, d'écoute et de transmission à des vitesses sans précédent. Le volume des données produites dans le monde devrait passer de 33 zeta-octets en 2018 à 175 zeta-octets en 2025. Pour rappel, un octet est un multiple de 8 bits codant une information. On utilise des multiples de l'octet, soit le kilo-octet KO, le mégaoctet MO, le gigaoctet Go, le téraoctet TOU, le pétaoctet PO, l'hexaoctet EO et le zétaoctet ZO. Le zétaoctet vaut 10 puissance 21 octets. L'individu, autrefois plus ou moins isolé dans son enveloppe corporelle, est connecté en permanence à son environnement. Nous sommes connectés non seulement en ouvrant notre ordinateur, notre smartphone, mais aussi au travers d'objets connectés, des caméras de surveillance, tout simplement en se déplaçant dans les bureaux, dans les rues, dans les gares, sur les routes. On ne peut pas l'éviter. La domination est totale parce qu'aucune activité n'échappe à la surveillance. Fusion des banques de données, reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, des mouvements, utilisation massive des algorithmes dans la prise de décision, analyse des réseaux sociaux, machine learning, deep learning, tous ces moyens se conjuguent.
C'est cette convergence entre les neurosciences, la psychologie cognitive, les capacités de traitement des ordinateurs, les télécommunications, l'intelligence artificielle qui a un caractère intrusif sans précédent. L'IA repose sur le principe de l'accumulation et de la combinaison des données. Elle est une puissante motivation pour renforcer la collecte, le partage, la fusion des données. Il s'agit d'une surveillance globale, parce qu'elle concerne tous les régimes politiques, des démocraties les plus libérales aux dictatures les plus féroces, tous les pays sans exception, pour autant qu'ils disposent d'une infrastructure de communication, et s'étend à des domaines de plus en plus variés de la vie quotidienne, donc à la totalité de l'existence humaine dans la vie au travail et les loisirs. Elle est globale en raison de l'accumulation des techniques de surveillance. Appareils photo omniprésents sur les smartphones, écoute téléphonique, réseaux de plus en plus performants 4G, 5G, bientôt 6G, applications de géolocalisation, caméras de vidéosurveillance, drones, capteurs embarqués dans les véhicules, satellites, micro-miniaturisés, passeports biométriques, radars. Sur chaque ordinateur, cookies de pistage, logiciels espions, chevaux de Troie, historique de navigation, données de connexion, métadonnées, permettent de nous suivre à la trace. Notre empreinte digitale, notre œil, notre visage, notre voix sont des signaux utilisés par des capteurs invisibles lorsqu'on franchit une frontière, entre dans un bâtiment public, sans avoir à décliner son identité. Les paiements numériques fournissent une carte ultra précise et en temps réel des comportements. Les compteurs à distance analysent la consommation en eau, en électricité, en énergie. La collecte des données est permanente, invisible, automatique, chaque fois que l'on utilise son ordinateur, son smartphone, sa voiture, ses cartes de crédit, son assistant personnel, et si l'on possède une montre connectée à chaque fois que l'on respire. L'individu est au XXIe siècle obligé d'être connecté s'il veut avoir une vie sociale pour se déplacer, se loger, voyager, aller au spectacle, rencontrer des amis, s'informer, payer ses achats. Il est dépendant d'appareils électroniques, ordinateurs, tablettes, smartphones, qui en même temps le relient à de multiples banques de données. La notion même d'individu doit être repensée, car l'individualité suppose son isolement, sa séparation d'avec son environnement, une forme d'autonomie. Or, hyperconnecté, le citoyen consommateur est devenu un être communiquant en permanence, manipulé par des flux incessants d'informations, selon des impulsions se succédant à un rythme rapide. Tous les objets communicants qui l'entourent créent des signaux, lumineux ou sonores, qui l'alertent et lui commandent de réagir. Autrefois, il n'y avait que la sonnerie du téléphone et celle de la porte. Maintenant le smartphone multiplie les sonneries, bip, alertes, notifications, comme d'ailleurs l'ordinateur de la voiture où des témoins s'allument et des bips retentissent pour signaler le véhicule de devant, une route glissante, une baisse de température, la pression insuffisante d'un pneu, le niveau d'essence, d'huile, l'absence de ceinture de sécurité, un excès de vitesse. La puce insérée dans la montre connectée fait la même chose pour surveiller le corps humain, signaler une baisse de tension, un pouls trop rapide, une météo capricieuse. Au travail, des logiciels espionnent nos clics sur l'ordinateur, analysent notre productivité. Le domaine des loisirs n'échappe pas à la dictature high-tech. On peut prendre l'exemple du sport. Le sport de compétition est un exemple de la tyrannie high-tech. Tout est chronométré, filmé, enregistré, mesuré, calculé, comparé, classé, noté en fonction de normes techniques. Dans le monde du football, le recrutement des joueurs se fait de plus en plus sur la base de l'analyse systématique de leur jeu, et même des commentaires de leurs fans sur Internet. Un algorithme évalue la qualité de leurs actions sur le terrain, leur faculté à décider, le style de jeu, leur personnalité. Les expected goals analysent les occasions de but selon plusieurs critères. Les données ont envahi le foot, comme le tennis, le patinage artistique, l'équitation, le cyclisme, etc. Les joueurs évoluent continuellement sous vidéosurveillance. Tout est rentré dans des statistiques, qui sont ensuite transformées en argent comptant. Elles jouent un rôle dans les transferts, la tactique du coach, la performance du joueur. Même le sport amateur se soumet à cette mode avec les instruments connectés indiquant pour chacun les kilomètres, le nombre de pas, les battements du pouls, et dans les fitness, les passionnés sont rivés devant leur écran où s'affichent leurs performances. Être communicant, hyperconnecté, nous sommes épiés, notés, classés, catalogués en fonction de notre utilisation des réseaux sociaux, de nos habitudes d'achat, de nos déplacements, de nos comptes en banque.
L'ère numérique est devenue l'ère de la surveillance globale. Le cyberespace, un territoire de chasse à la recherche de clients pour vendre sa marchandise, sa production littéraire ou artistique, à la recherche de disciples pour diffuser ses idées, à la recherche d'électeurs pour accaparer leur vote. Chaque citoyen laisse de nombreuses traces de son parcours numérique. Nous vivons dans un monde dit intelligent. Nous sommes dotés de téléphones intelligents dans des villes intelligentes, avec une multiplication de capteurs qui épient nos moindres faits et gestes en permanence. Tout est intelligent aujourd'hui, les téléphones, smartphones, les villes, smart cities, les voitures, smart cars, les objets connectés, smartwatches, smart TV. Le mot intelligence dérive du mot latin intelligentsia, issu du verbe intellegere qui signifie comprendre, saisir, apprécier et est composé du préfixe inter et du verbe legere qui signifie ramasser, recueillir. Le mot est entré dans la langue française au XIIe siècle au sens de faculté de comprendre, puis s'est enrichi de nouveaux sens comme ceux de relation secrète ou de complicité, être en intelligence avec quelqu'un, par exemple une puissance étrangère. L'intelligence est la faculté d'un individu à résoudre des problèmes inédits. Le terme d'intelligence a reçu une nouvelle vie avec la notion d'intelligence artificielle, ou mieux, celle d'intelligence augmentée. En anglais, il est significatif que le terme intelligence désigne le renseignement. La question est de savoir, que fait-on de toute cette intelligence ? L'évolution vers un encadrement systématique de nos vies s'est fortement accélérée ces dernières années. Non seulement nous sommes surveillés par des gouvernements et des entreprises, mais nous surveillons les autres. Nous surveillons ce que disent nos amis sur Facebook, nos abonnés sur Twitter. Sur WhatsApp, nous savons quand nos contacts ont regardé pour la dernière fois leur fil. Nous filmons ou photographions ce que font les gens dans la rue, et publions ces images sur le net. Le contrôle est aussi un autocontrôle. Les montres connectées enregistrent notre rythme cardiaque, notre glycémie, notre nombre de pas par jour. Les applications de suivi du sommeil enregistrent les faiblesses de l'utilisateur. Les appareils numériques sont omniprésents. Il n'y a plus de lieu dans lequel ne se trouve pas un appareil photo, une caméra, un drone, un satellite, une antenne qui repère, filme, enregistre, analyse. La surveillance de tous par tous est sans cesse illustrée par de nouveaux épisodes de la vie politique. L'application chinoise WeChat est le nec plus ultra en la matière. Elle stocke un océan de données, localisation des utilisateurs seconde par seconde, mode de déplacement et d'alimentation, dépenses au jour le jour, paiement, et à partir de là trace un profil global de la personnalité. Un mot d'ordre, communiquer. La société de l'hypersurveillance est le produit d'une idéologie de la communication, qui est son fondement philosophique. L'échange d'informations, la communication, l'accumulation des données sont la principale source de valeur économique. Plus les informations sont nombreuses, complètes, exhaustives, rapides, précises, plus les capteurs sont nombreux pour les récolter, plus les résultats sont meilleurs, dans le domaine administratif comme dans le domaine scientifique et dans tous les secteurs d'activité économique. Pour pouvoir tout mettre en chiffres mathématiques avec succès, il faut que les données soient complètes, sinon les résultats sont faussés. Le secret, l'omission, l'oubli sont à bannir. L'individu est un numéro, de téléphone portable, de sécurité sociale, de carte de crédit, de compte bancaire, parce qu'il faut nourrir les machines avec de grandes quantités de données uniformisées, comparables. Pour que les algorithmes soient les plus justes, il faut que tout soit transparent, que tout soit transmis, échangé, accessible, visible. Il faut tout livrer à la communication, la moindre donnée oubliée pouvant être fatale pour le fonctionnement du système. Tout ce qui fait obstacle à la communication est nuisible. Il faut raccourcir le temps, réduire la distance, augmenter la vitesse de la connexion pour accroître la productivité. La contraction du temps et de l'espace est essentielle à la croissance économique. La communication a pour but d'éliminer les obstacles que sont le temps et l'espace. Plus elle est rapide, plus elle est efficace, plus ces obstacles s'effacent. La suppression des distances spatiales s'accompagne d'une érosion des distances mentales. Le mot d'ordre est de communiquer, que cela soit par les réseaux sociaux, les réseaux universitaires, les applications pour smartphone, et pour cela il faut participer, s'engager, s'exposer. La communication est d'autant plus facile que toutes les résistances sont éliminées, les distances abolies, comme si elles s'exerçaient dans le vide.
L'altérité, l'étrangeté, la différence sont ses ennemis. Pour gagner en vitesse, la communication nivelle, uniformise, homogénéise. Le refus de communiquer est de plus en plus sanctionné par le fisc, la banque, l'employeur, le médecin, les multiples administrations de l'État. La communication n'est plus un droit, c'est une obligation. Accélérer la communication permet d'accélérer la consommation. Le fait d'être connecté est une aubaine pour la publicité et le marketing, qui recueillent ainsi un grand nombre de données utiles. La communication est le vecteur d'un acte d'achat et de vente qui soutient la croissance économique, accroît les échanges de marchandises, la circulation des capitaux, des biens, des personnes, des idées. Amazon raccourcit au maximum les délais pour accélérer la distribution des marchandises. Le support numérique pour les achats en ligne cherche le consommateur chez lui évite le déplacement comme pour le fournisseur le stockage dans un magasin, des frais de publicité et de loyer. Il cible mieux les intéressés en récoltant leurs informations, accélère les ventes. Les appareils numériques assurent la disponibilité permanente du consommateur. Pourquoi installer la 5G ? Parce que la connexion sera encore plus rapide, la communication plus fiable, les données transmises encore plus nombreuses, donc on pourra vendre et acheter encore plus de biens. Sur les réseaux sociaux, chacun expose sa vie privée volontairement. On y fait l'étalage public de ses idées, de ses sentiments, de ses émotions, de ses voyages, de ses goûts, de ses maladies, de sa vie intime. On publie aussi ses photographies, on filme l'intérieur de sa maison, sa vie de famille, les réunions avec ses copains. À l'exhibitionnisme répond le voyeurisme. Les téléphones portables sont partout, et chacun ne manque pas de les utiliser pour immortaliser la moindre scène, de même qu'on publie ses selfies de sa vie intime sur diverses plateformes. Pour rentabiliser des investissements massifs, il faut abaisser le coût des techniques utilisées, ce qui pousse à les généraliser. Pour n'importe quel produit, plus le marché est vaste, plus il devient rentable. Cette logique économique conduit à produire toujours davantage. Les intérêts économiques sont considérables, les secteurs des télécommunications, de l'informatique, de l'intelligence artificielle étant des secteurs moteurs de l'économie. Dans le secteur public, la fusion des données est fortement stimulée par le besoin d'une plus grande efficacité des services d'États endettés. Le traitement automatique des informations est une source d'accroissement de productivité dans un secteur jusque-là très peu productif, l'administration. Remplir sa feuille d'impôt sur Internet permet d'automatiser toute une série de fonctions de contrôle des données. Les robots, réponses automatiques et chatbots, agents conversationnels, remplacent avantageusement les téléphonistes et réceptionnistes et de manière générale la discussion avec un être humain. La pression à diminuer les dépenses publiques passe par les villes dites intelligentes, l'optimisation du trafic, la régulation de la consommation énergétique. Les caméras de surveillance permettent d'économiser du personnel de police, les missiles téléguidés et drones armés la présence de soldats dans des bases militaires éloignées. L'utilisation d'Internet est devenue obligatoire y compris pour des services indispensables comme toucher une allocation sociale, postuler un emploi. Afin de généraliser l'usage des moyens numériques, étendre leur marché, baisser les coûts, les fabricants sont très habiles. Ils utilisent toute une série d'acquis dans la psychologie comportementale et les neurosciences, leur permettant de manipuler les comportements. La prolifération des appareils et applications numériques multiplie les processus addictifs. Les fabricants ont su créer des appareils esthétiquement agréables, avec des fonctions pratiques très utiles. Il est difficile de rejeter un appareil qui vous permet de photographier et filmer, de communiquer avec vos proches où que vous soyez, de consulter vos courriels en permanence, de vous orienter, le tout avec une grande facilité d'utilisation. Les smartphones sont en outre esthétiquement jolis, agréables, faciles à porter et à manier. Ils sont ludiques, avec leurs emojis et leurs gifs. Leurs fonctions ne cessent de s'améliorer. Les applications pratiques prolifèrent. Comment s'en séparer ? Les géants de la tech utilisent des techniques addictives comme les phénomènes de récompense et de notoriété, fréquence des j'aime, des retweets, des mentions, qui flattent l'ego de l'internaute afin de capter le temps, l'attention et les données. En fonction des résultats acquis, ils améliorent leur performance afin de réaliser une captation encore plus insidieuse. Réseaux sociaux,
intelligence artificielle et neurosciences se conjuguent pour enchaîner le consommateur. Les géants de la tech multiplient les efforts pour nous asservir avec de nouvelles fonctionnalités, et cela dès un âge de plus en plus jeune. Dès 10 à 12 ans désormais, les enfants ont leur smartphone et l'épidémie se répand d'autant plus facilement que si un copain, une copine le possède, les parents ne peuvent plus guère résister à la sollicitation de leur progéniture. Imaginez-vous des parents refuser obstinément d'acheter un smartphone à leur enfant alors que tous les autres communiquent par WhatsApp, parlent de leur expérience sur YouTube, échangent des photos sur Instagram, des vidéos sur TikTok. Une fois la dépendance créée, comme pour la cigarette, il devient très difficile de renoncer. Ceux qui ont fait l'expérience du sevrage, c'est-à-dire de se passer de son smartphone, ont éprouvé combien c'est dur. Il faut supporter un fort sentiment de vide, d'isolement. Cette forte dépendance se conjugue à l'instinct d'imitation propre à l'être humain, un instinct grégaire, moutonnier, qui le fait suivre le troupeau. S'y ajoute l'aspect viral de la communication numérique. Elle est contagieuse parce qu'elle agit au niveau émotionnel, affectif. Plus il y a de j'aime, plus il y a de vues, plus on a de tendance à cliquer sur le lien. Le lien porte bien son nom. Il tire, attire. Il s'agit bien d'une corde que l'on noue autour de son cou. La société de communication est une société totalitaire lorsque la communication atteint ses buts. Abolition de toute distance, hypervisibilité dans l'hyperconnexion. L'objectif est bien un monde lisse, sans résistance, et la multiplication moderne des techniques de stockage, d'analyse, d'espionnage, de persuasion, de séduction, de ciblage, de pistage, de publicité sert cet objectif de manière de plus en plus efficace. La société de communication pousse à communiquer toujours plus, d'où une surproduction de données, d'images, de mots. À un stade préliminaire de cette société, cette abondance ralentissait les flux, bloquait la circulation des informations, créait des embouteillages et des perturbations. Ce stade est désormais dépassé en raison de l'aide apportée par les machines, qui non seulement traitent, analysent à grande vitesse, mais décident. Big Data est la forme évoluée de Big Brother. L'intelligence artificielle permet d'éliminer tous les obstacles, de contracter totalement la distance et le temps, d'accomplir la société de communication comme société totalitaire. C'est une surveillance de tous par tous. Non seulement le bas est surveillé par le haut de la société, mais le haut par le bas, et le bas par le bas. Chacun contrôle chacun à travers l'instantanéité des images des smartphones, qui filment le moindre écart de comportement, le réflexe compulsif du like ou du j'aime qui approuve un message, la réponse immédiate à un appel quel qu'il soit. Le sujet se soumet volontairement à une contrainte qu'il génère lui-même pour un éclairage complet de lui-même, récompensé par les réactions de ses amis, followers, abonnés. S'il veut faire de l'écoute, de l'audience, capter l'attention, il doit s'exposer, se dénuder toujours plus, afin d'avoir plus de vues sur YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Il est amené à se rendre de plus en plus visible, de plus en plus transparent pour les autres. En même temps, la surexposition de la personne maximise l'efficience économique des géants de la tech qui exploitent ces données, mais aussi des très nombreuses entreprises qui les utilisent à des fins commerciales et de marketing à travers les techniques de micro-ciblage. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chasseurs d'informations. La chasse est pratique courante sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'hameçonner le client et de le rançonner. Plus il y a de clics, de vues sur un article, une vidéo, plus les chasseurs d'informations sont intéressés à placer leur publicité. Il faut communiquer. Combien de fois comme enfants et adolescents nous avons entendu cette injonction de nos parents? La communication a été conçue par plusieurs générations de psychologues, comme la solution à tous les problèmes. Pour prévenir et résoudre les conflits, rien de mieux que la communication. Cette croyance quasi universelle a forgé notre mode de vie, et accompagné l'explosion des moyens de communication. Elle est intimement liée à la doctrine du libre-échange. Libre-échange des marchandises, des capitaux, des personnes, des idées. On s'est quand même aperçu que certaines formes de communication pouvaient être nuisibles, par exemple lorsque l'échange n'est pas équilibré, lorsqu'il débouche sur une agression de nature culturelle, lorsqu'il est synonyme de désinformation, manipulation, domination, oppression, asservissement. La vie privée en sursis. La notion de vie privée a beaucoup varié au cours des siècles et selon les cultures.
Lire à ce propos est l'apostrophe Histoire de la vie privée sous la direction de Philippe Ariès et Georges Duby, 5 volumes, Seuil 1985. Telle que nous la connaissons en Europe, c'est une invention récente liée à l'essor de la bourgeoisie. Les tribunaux ont appliqué le principe de cette protection, au droit à la vie sentimentale et à la vie familiale, au secret relatif à la santé, au secret de la résidence et du domicile et au droit à l'image. Les données personnelles, liées à un nom, à une adresse, recouvrent les données dites sensibles comme la santé et intime, l'orientation sexuelle. Les données sensibles sont liées à une origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques ou à une appartenance syndicale, ainsi qu'aux données génétiques et biométriques. Le règlement européen sur la protection des données interdit de recueillir ou d'utiliser ces données, sauf, notamment dans les cas suivants, si la personne concernée a donné son consentement exprès, démarche active, explicite et de préférence écrite qui doit être libre, spécifique et informée, si les informations sont manifestement rendues publiques par la personne concernée, si elles sont nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, si leur utilisation est justifiée par elle apostrophe. Intérêt public et autorisé par la Commission nationale informatique et liberté, CNIL, en France, si elle concerne les membres ou adhérents d'une association ou d'une organisation politique, religieuse, philosophique, politique ou syndicale. La défense de la sphère privée a une connotation politique. 2 courants s'en prévalent. Le premier, plutôt à droite de l'échiquier, avance cet argument pour défendre le secret bancaire, le secret des affaires, le secret tout court, et à l'extrême des actes criminels. C'est une manière de refuser la transparence pour dissimuler par exemple de l'évasion fiscale, de la corruption, un financement occulte, du blanchiment de l'argent sale, un avantage commercial ou une double vie. Les autocrates n'exposent évidemment pas leur vie privée, ne dévoilent pas leurs comptes bancaires, dissimulent leurs sources de financement. Une telle conception de la sphère privée n'a rien de positif. Ce courant s'oppose par exemple à des législations progressistes sur les lanceurs d'alerte. Le secret bancaire a néanmoins volé en éclats, l'échange automatique des informations est devenu la règle, et les paradis fiscaux rivalisent d'imagination pour subsister. Le second courant est plutôt à gauche de l'échiquier. Il se réclame de la défense des libertés individuelles. Nous verrons qu'il reste minoritaire. Protéger sa vie privée est utopique lorsque la quasi-totalité des internautes publient leurs données sensibles et même intimes sur Internet et les réseaux sociaux. Elles sont rendues publiques par la personne concernée, cela au détriment de la protection de la personnalité. Les géants de la tech utilisent la psychologie humaine, en particulier notre narcissisme, pour nous pousser à publier nos photographies, à filmer notre vie familiale, nos amitiés, l'intimité de notre domicile, à exprimer nos émotions, nos réactions, à révéler nos maladies ou nos déplacements sur Internet et les réseaux sociaux. Le fait de se confier sur Internet facilite grandement la surveillance. Cette surveillance est légale. Car enfin, si vous publiez, c'est bien pour être lu, pour être vu. Pour avoir de l'audience, il faut souvent faire de la surenchère. Cela pousse à aller encore plus loin dans la révélation de sa vie privée et intime. Il y a aussi une accoutumance à la révélation de l'intimité. Il n'y a pas longtemps, les homosexuels devaient se cacher, on les voit désormais s'embrasser en public et sur les écrans. Les mœurs évoluent avec les techniques, et la tolérance augmente en même temps. Les mœurs ont aussi évolué pour le respect de la vie privée des hommes et femmes politiques, des sportifs, des artistes. Il fut un temps où les paparazzis qui allaient trop loin finissaient en prison, ou avec de fortes amendes. Dans une société où il faut être vu pour exister, où l'on mesure le succès d'une chanson, d'un artiste au nombre de vues sur YouTube, il faut accepter de se dévoiler. Si l'on se cache, il y a peu de chances d'être connu. Il faut se montrer et tout montrer. Les informations sur la vie privée des dirigeants ne sont plus considérées comme des révélations, elles sont devenues banales. Il est d'ailleurs très difficile pour un dirigeant de cacher ses escapades ou ses feuilles d'impôts. Et puis, le bon peuple aime bien les détails concernant la vie privée des stars, toute une presse populaire en a toujours fait son beurre. La popularité des artistes est souvent liée au rebondissement de leur vie privée. Un divorce, une tentative de suicide, un mariage, une maladie, voilà qui suscite l'intérêt. Dans la grande majorité des cas,
les citoyens ne se préoccupent guère des clauses sur la protection des données personnelles dont les bandeaux s'affichent désormais régulièrement sur les sites, ce qui agace plus qu'autre chose. Les gens acceptent les cookies, parce qu'ils estiment n'avoir rien à cacher. Qui passe du temps à les paramétrer? Les gens achètent des drones, des montres connectées, parlent de leur santé sur les réseaux sociaux. La bataille pour la défense de la vie privée est perdue, car nous sommes devenus nous-mêmes les acteurs de la surveillance, parce que notre addiction à la communication est devenue trop forte. La vie privée est faite de solitude, d'isolement, de recul, de distance, de retrait, d'intimité, d'anonymat, de dissimulation, de secret, d'autonomie. Dans une société hyperconnectée, cette sphère privée n'existe plus, en raison de la pression sociale, de l'arsenal technique des moyens d'intrusion numérique et de leur efficacité croissante. La sécurité d'abord. Surveiller son territoire, son aire de subsistance, observer ses voisins, son environnement, ses ennemis, le comportement de son groupe, ses déviances éventuelles, épier les signaux naturels et des autres espèces, tout cela est déjà présent dans la nature humaine ainsi que dans le monde animal. La surveillance est inscrite dans le patrimoine génétique et biologique de tout être vivant, pour sa propre défense. La différence est que les moyens techniques disponibles sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux et sophistiqués. Au cours de son évolution, l'humanité a perfectionné ses traits de sa nature grâce à des outils de plus en plus efficaces. Nous venons de faire un pas de géant en la matière, avec les technologies de l'information et l'intelligence artificielle. La mise en place d'un système technique de surveillance généralisé à l'échelle de la planète répond aux exigences de sécurité des populations depuis le début du siècle, dans divers domaines, comme le terrorisme, l'immigration, la criminalité, la défense nationale, l'environnement et la santé. Les besoins de sécurité l'emportent dans les préoccupations majoritaires, sur les besoins de liberté. Cette évolution dans la perception commune du monde, justifiée par des événements comme les attentats terroristes, et je le montre dans le chapitre suivant, la pandémie encouragée par des dirigeants politiques et économiques assure l'emprise de la dictature numérique. L'augmentation de la sécurité comporte des avantages certains, baisse des accidents d'avion, des accidents de voiture, diminution de la criminalité dans les villes, protection des équipements informatiques. Notre liberté de conducteur est par exemple restreinte par les limitations de vitesse, gendarmes couchés, radars, giratoires, et il en résulte une réduction du nombre des victimes de la route. Les caméras de surveillance enregistrent nos déplacements, elles repèrent aussi d'éventuels criminels et contribuent à lutter contre la criminalité. Les services de renseignement peuvent épier les communications et ainsi déjouer les attentats, la police neutraliser délinquants et gangsters, les militaires sécuriser l'espace terrestre, maritime et aérien. La surveillance a une longue tradition culturelle qui passe par l'histoire des religions. Dans toutes les religions du monde, les divinités savent tout, voient tout, surveillent en permanence les fidèles. Les églises, les mosquées dominent les villages et les villes de leur hauteur comme pour mieux observer les humains. Les curés connaissent tous les secrets de leurs administrés. Au Népal, les temples consacrés à Bouddha sont coiffés d'un dôme surmonté d'une tour carrée. Au sommet, les yeux de Bouddha scrutent chacun des points cardinaux, veillant sur les fidèles disséminés aux quatre coins du monde. Dieu le Père est le Tout-Puissant, et j'ai été élevé dans cette croyance que rien ne lui échappe, mes petits mensonges d'enfant, mon refus d'obéir à mes parents, mes notes à l'école. Je priais chaque soir, en imaginant que Dieu savait tout, avant d'abandonner cette pratique à l'adolescence. Les religions ont développé des systèmes totalitaires très répressifs, et nombre de dirigeants, notamment dans les pays musulmans, s'en inspirent encore aujourd'hui pour asseoir leur pouvoir. Il n'y a pas de vie privée pour un Dieu omniscient. Nos sociétés occidentales se sont débarrassées de la surveillance très étendue, exerçant sa tutelle sur les mœurs, les comportements les plus intimes, propres à la religion, par des conquêtes progressives comme la séparation de l'Église et de l'État. Cette séparation a été une étape fondamentale dans la conquête des libertés individuelles, la constitution d'une sphère privée échappant au Dieu omniscient mis au service des puissants. Mais si les églises ont été remises à leur place, celle de la liberté de conscience, qu'en est-il de l'État? Qu'en est-il des multinationales qui étendent leurs tentacules à toutes les activités humaines? L'héritage de la guerre contre le terrorisme.
Depuis le début du siècle, les services de renseignement ont connu une forte expansion en ressources humaines, financières et technologiques dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, de même que les entreprises privées de sécurité. La guerre contre le terrorisme et les besoins de sécurité intérieure ont poussé non seulement à augmenter considérablement la collecte des informations, mais à mieux coordonner les efforts de surveillance en regroupant les données de différents services. L'évolution a été double, technologique et législative. Les mesures prises pour lutter contre le terrorisme par les États sur les plans politiques et législatifs, et aux fins de surveillance sont innombrables. Leur catalogue remplirait des pages entières. Dans les pays autoritaires ou dictatoriaux, elles ont justifié de graves violations des droits humains, des détentions arbitraires, restrictions aux libertés d'expression et d'association. Dans les pays démocratiques, elles ont recueilli le soutien d'une grande partie de la population au nom de la sécurité. Il s'est créé ainsi une accoutumance à des mesures policières, pouvoirs accrus d'inquisition des services de police, en particulier à des fins de prévention pour identifier des suspects, surveillance visible et invisible dans les lieux publics et les transports publics, espionnage systématique de l'activité sur Internet et sur les téléphones mobiles. L'histoire de la surveillance de masse à l'ère numérique commence au début du XXIe siècle, avec les attentats du 11 septembre 2001 organisés par Oussama Ben Laden. Le Patriot Act, adopté aux États-Unis le 26 octobre 2001, a été la première loi d'une longue série promulguée par de nombreux pays qui a renforcé les procédures de surveillance du territoire et les pouvoirs des organismes chargés de lutter contre le terrorisme. La lutte contre les groupes terroristes, dont la définition est très variable, parfois de simples opposants ou dissidents ou des représentants de minorités, a justifié pendant ces 2 dernières décennies des atteintes majeures sur tous les continents aux libertés de pensée, d'expression, de réunion, d'association et de conscience. Les services de renseignement recueillent d'énormes quantités de données analysées par des ordinateurs très puissants. Elles peuvent être collectées directement sur les grands réseaux de télécommunications, par exemple les câbles sous-marins, auprès des opérateurs de télécommunications, par l'entremise des satellites, des drones, d'agents humains ou encore par l'analyse des sources ouvertes, sites internet, réseaux sociaux. La NSA, National Security Agency, a longtemps été autorisée par la section 215 du Patriot Act à capter les flux de métadonnées téléphoniques. L'ex-employé de la NSA Edward Snowden nous a avertis du passage de la surveillance ciblée à la surveillance de masse de populations entières. Page 9, Mémoire vive, Le Seuil 2019. Pendant 7 ans, écrit-il, il a participé à la mise en place d'un système permettant un archivage permanent de la vie de chacun. Page 11. Il dénonce le fait qu'à chaque étape, on nous a dissimulé les changements de procédure et leurs répercussions, à nous mais aussi à ceux qui font les lois. Page 14. Les révélations de Snowden se sont cependant limitées aux États-Unis et à la NSA, alors que le phénomène de la surveillance généralisée est beaucoup plus vaste. Snowden n'a ainsi enquêté ni sur la Russie, ni sur la Chine, ni sur Israël, ni sur les géants de la tech, ni sur le marketing digital, ni sur l'exploitation des réseaux sociaux. Le terrorisme a justifié des mesures de contrôle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.